Salut tout le monde! Écoutez, bienvenue à cette conférence où on va parler matos, mais on va pas parler matos photo et du coup, je pense que ce sera assez intéressant pour tout le monde. On a plein de trucs à couvrir. La montagne, ça vous gagne, c'est ça? On a plein de trucs à couvrir. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est qu'on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui va aller faire des randonnées et des photos surtout, en pleine nature. Et le but, quand on va faire des photos en pleine nature, c'est à la fois de pouvoir faire des belles photos, de se mettre dans les bonnes conditions, et cetera. Mais pour être dans les bonnes conditions, pour faire des bonnes photos, il faut aussi être dans les bonnes conditions à côté. C'est-à-dire, il ne faut pas être mort de froid, il faut avoir bien dormi, il faut avoir préparé son coup à l'avance, il faut avoir bien mangé. Et c'est toutes ces choses-là qu'on va voir aujourd'hui. On va passer de la petite balade toute simple à la journée, jusqu'au trek de 10 jours pour que vous puissiez voir un petit peu quelles sont les différences entre les uns et les autres et comment vous pouvez progressivement passer de «Ah bah tiens, j'ai déjà fait une fois une balade une après-midi et c'était cool», à commencer à organiser des week-ends de 2-3 jours ou des treks de 7 ou 10 jours. Donc c'est un petit peu ça le but, c'est de vous casser un peu ces barrières-là pour que vous puissiez vous dire: «Bah, en fait, je pourrais tout à fait, le faire un jour». Voilà, c'est un peu ça le programme du jour. Donc, je vais demander à notre ami Xavier si tu veux bien partager l'écran, s'il te plaît. Et c'est Pierre Boisseau ou Sylvain? Pourquoi c'est écrit ça? Alors, voilà, donc on va commencer avec ça. On va commencer avec ce photographe randonneur. On considère que c'est vous, que c'est moi, une personne qui aime bien faire de temps en temps des balades à la montagne, mais qui aussi aime bien faire des photos. Et donc le but, c'est qu'on emmène cette personne jusqu'à faire des grands treks. Et vous allez voir, n'importe qui peut faire ça. C'est pas forcément une question de conditions physiques, même si là, on va beaucoup parler de montagne, parce que moi, c'est mon truc. Mais on va y aller tranquillement. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Quand on est un photographe randonneur, on a plusieurs options. Comme je viens de vous dire, on peut faire une balade à la journée. On va faire les choses d'une certaine manière pour faire les balades à la journée. On peut faire une rando sur 2-3 jours, où là, il va falloir penser à la nuit, il va falloir penser plus au repas, il va falloir penser aux petits bobos qui peuvent arriver. Et les treks sur 4 à 10 jours, où là, on va avoir encore d'autres problématiques qui vont se poser. Quand je dis un trek de 4 à 10 jours, c'est un trek où on n'a pas de ravitaillement ou très peu de ravitaillement. Hop, je regarde de temps en temps pour voir si ça va, mais a priori, on est bon. C'est bon? Tout va bien ou pas? Il s'est trompé. Aux bobos, genre les bobos parisiens. C'est ça, exactement. Il faut s'occuper des bobos parisiens qui se perdent en montagne. Voilà, ça marche. Bon, écoutez, apparemment tout va bien. Et donc, quand on considère l'idée de partir en randonnée, montagne ou autre, peu importe, on a plusieurs choses à prendre en compte. On a le mode de déplacement, à pied. Alors là, ici, on va faire dans le cadre d'une randonnée à pied, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais évidemment, les paramètres vont changer si vous faites votre expédition en canoë-kayak, en vélo, etc. La nourriture, question très importante. Le sommeil, l'habillage et évidemment la partie photo. Parce qu'encore une fois, là, je ne vous fais pas, une petite présentation pour tout n'importe quel randonneur. Je fais vraiment ça dans le cadre de randonnées qui ont pour objectif d'aller faire des belles photos. Et donc vous allez voir qu'il y a des critères particuliers à prendre en compte. Hop! Et parce qu'il est aussi photographe, il doit aussi faire attention au poids de son matériel, à la fois le matériel photo, mais le matériel qu'il y a autour, parce que comme on se charge 2 à 3 kilos de plus que n'importe qui fait juste de la rando, bah forcément on doit faire attention, d'autant plus attention au poids. On va faire attention aux horaires, évidemment. Un photographe qui randonne, il va pas se lever aux mêmes heures, il va pas se coucher aux mêmes heures, il va pas faire exactement les mêmes types d'horaires qu'un randonneur normal. On va faire attention aux spots. On va voir que ça va avoir un impact aussi sur l'endroit où on va dormir. Petit exemple, un photographe randonneur, souvent, va vouloir choisir exactement l'endroit où il a envie de dormir. Et donc il va pas forcément, systématiquement dormir dans un refuge, même s'il y a des refuges qui ont des spots photos très sympas à côté. Ça a un côté très, très chouette aussi de pouvoir s dormir à un endroit en pleine nature, quand c'est possible et quand c'est légal. Il y a des parcs où c'est pas possible. Mais donc du coup, si on dort pas en refuge, on dort, en tente ou à la belle étoile ou en tarp et donc du coup, il y a du matériel à prendre, on doit se faire à manger et cetera. Ça implique pas mal de complications. Et il va devoir faire attention au froid. Et le froid, c'est vraiment une spécificité du randonneur, photographe, pardon. Pourquoi? Parce que le randonneur, normal, quelque part, il est tout le temps en action. C'est-à-dire, on va arriver sur l'endroit du bivouac, on va monter sa tente, on va s'activer, on va se faire à manger, on va aller se mettre dans la tente, dans le duvet. On passe la soirée comme ça. Le lendemain, on se réveille. Quand on est réveillé, on se fait à manger, on remballe et on est parti. Et donc on est tout le temps un peu en activité. Donc même s'il fait un petit peu froid quand on sort du duvet, on est en activité. Le photographe, il va se lever avant le lever du soleil, parfois en altitude. Là, par exemple, au mois d'août, j'ai été faire, 3 jours de randonnée avec des copains photographes dans le massif du Mont Blanc. Et on avait beau être au mois d'août, le matin, il a fait -1, -2. Donc il y avait des températures négatives et nous, on se lève à -2 au moment le plus froid de la nuit, donc vers 5-6 heures du matin, parce qu'on veut être prêt pour les lumières du soleil et cetera derrière.
pour le lever du soleil et surtout pendant cette heure ou 2 heures pendant lesquelles on va faire des photos, on est inactif, on bouge pas et donc on se gèle les miches sur place et donc il y a des moyens de moins se geler les miches et ça, c'est un problème que n'ont pas les randonneurs habituels. Voilà. Et donc, le but de tout ça, c'est de pouvoir réussir à faire des belles photos. Par exemple, cette photo-là, qui était le résultat d'une randonnée de 2 jours dans le massif des Écrins avec l'ami Michael Herzur et donc ça rentrera dans le cadre de la rando de 2 jours et voilà et en fait, le but, c'est que si vous êtes dans des mauvaises conditions, comme je vous disais, si vous avez mal dormi, bah, vous allez probablement être fainéant le matin et vous allez vouloir sûrement faire un peu la grasse mat alors qu'il y a des super lumières dehors. Parce que se lever quand il caille, quand on est bien dans son duvet tout chaud et qu'on n'est pas certain en plus que la lumière est belle dehors, mais qu'il faut quand même tenter le coup pour aller le voir, bah, ça demande un certain courage et si on a passé une bonne nuit, c'est plus facile. Si on a bien mangé, si on a des bons vêtements et cetera, c'est hyper important. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, je vais vous emmener d'abord dans la partie, hop, 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 balade à la journée. OK? Alors la balade à la journée, je vais regarder rapidement le matériel. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. N'hésitez pas d'ailleurs, je vais suivre un petit peu de temps en temps. En plus, en hauteur avec de la brume, les grosses variations de température n'influent pas trop sur les batteries des appareils. OK, ces questions-là, un peu techniques, je les reprendrai à la fin sur la partie photo. Mais posez-moi plein de questions sur la partie photo, comme ça, effectivement, à la fin, on parlera plus de photos. Là, je parle de la partie un peu matérielle autour de la photo. Et après, on pourra effectivement parler de ces choses-là, dont j'ai déjà parlé dans d'autres lives, en fait. C'est pour ça que je changeais un peu le programme cette fois-ci. Mais ça me paraissait important. Alors, on a dans la partie, comment dire, déplacement. Quand on fait une balade à la journée, on a les chaussures de randonnée. Là, je vous conseille de toute façon, dans tous les cas, alors attendez, je vous remets dans le contexte. L'idéal à mon sens, si vous avez jamais vraiment fait de rando photo, c'est de commencer par des balades à la journée. Pour 2 raisons. Parce que c'est moins dangereux. Généralement, on va rester sur des itinéraires balisés, on va croiser du monde, voilà. Et puis surtout, ça requiert très peu de matériel. Ça demande peu d'investissement en fait de faire des randonnées à la journée. Et vous allez voir que plus on va avancer, plus ça demande de l'investissement pour être bien. Et c'est un peu ça la difficulté. Donc, un petit peu comme toute pratique, moi je vous recommande de commencer doucement, de voir si ça vous plaît, et ensuite de progresser. Dans la rando à la journée, vous avez tout à fait la possibilité de commencer votre rando avant le lever du soleil. C'est surtout ça que je vous conseillerais, comme ça vous pouvez quand même avoir un intérêt photographique dès le début de votre rando. Alors à ce moment-là, il faut commencer une rando à un endroit qui est proche d'un spot, mais c'est tout à fait possible, et puis ça vous permet quand même d'avoir les plaisirs du lever de soleil. Donc bref, là pour le coup, en termes de chaussures de randonnée, alors j'ai des trucs qui vibrent, je me demande du coup si Xavier m'envoie des messages, je check juste, c'est pas Xavier, c'est bon. Alors, en termes de chaussures, il y a 2 styles de chaussures, hein. Vous avez les petites chaussures basses comme ça que beaucoup maintenant utilisent, elles sont plus légères que les chaussures montantes. Et sinon vous avez les gens qui sont un peu la vieille école comme moi. Moi je suis plus team chaussures montantes. Pourquoi? Parce que ça maintient un petit peu mieux la cheville et c'est vrai que quand on va dans la caillasse ou dans certains endroits, on n'a pas envie de se tordre la cheville, donc moi je préfère plutôt ces chaussures-là. Mais il y en a beaucoup, des trailers notamment, qui ont utilisé les petites chaussures. Donc ça, de toute façon, ce sera la même chose pour n'importe quel type de randonnée. Je vous conseille de vous acheter des bonnes chaussures, mais après les premiers prix, chez Decathlon et compagnie, c'est déjà pas mal. Donc voilà, pas forcément besoin d'investir non plus des centaines d'euros dedans. En termes de sac, là, ça va plutôt être, bah, votre sac photo, tout simplement. Avec ceci près, le fait que je vous conseille dans ce cas-là d'avoir un sac qui vous permet d'emmener quelques affaires en plus. Hop, alors c'est là où justement je vais demander à Xavier s'il peut passer sur l'image. Moi, je vous montre mon sac actuel qui est celui-là. Hop, c'est un Tenba. Je ne vais pas vous donner toute la marque, c'est pas très intéressant, mais c'est un Tenba. Ce que j'aime bien dans ce sac, c'est que cette poche-là est complètement amovible. On peut l'enlever, on peut la ratatiner pour mettre plus d'affaires. Et surtout au-dessus, on a la possibilité de mettre des affaires en plus. On a des poches devant, on peut aller glisser. Moi, je peux me glisser un sandwich. On a des poches sur les côtés pour mettre des bouteilles, etc. Donc en fait, le plus important dans un sac comme ça, c'est que vous ayez suffisamment de place pour mettre votre matos photo, mais aussi pour mettre un kawaii, une gourde, un sandwich, de quoi passer la journée tranquillement. Et puis, autre spécificité de ce sac, mais que moi j'aime beaucoup, je pense pas que vous allez bien le voir. Attendez, je vais voir si je peux baisser un peu la webcam. Le truc, c'est que j'ai pas le retour en direct. Je vais voir. Donc pendant ce temps-là, je m'installe. Attends, il est coincé le truc. Hop. C'est que quand je mets ma petite ceinture, tac, je vous le baisse encore. C'est bon. Voilà, c'est que quand je mets ma petite ceinture, eh ben, je peux le tourner comme ça et j'ai accès directement à mon matériel. Et donc ça, c'est quand même hyper pratique. Si jamais je vais dans des endroits un petit peu boueux ou s'il y a de la flotte, si je suis au milieu de la rivière ou je sais pas quoi, j'ai pas besoin de poser mon sac par terre. Et surtout, ça paraît bête, mais quand on est en rando, qu'on fait des gros efforts, etc., qu'on est dans un rythme,
C'est hyper important que le fait de devoir prendre une photo ne soit pas un trop gros effort. Je m'explique. Si, quand vous vous dites: «Tiens, là, il y a une photo qui peut être sympa, il y a peut-être une idée» et que vous avez les copains qui sont déjà, 50 mètres en avance et que vous vous dites: «Si je veux prendre la photo, faut que j'enlève mon sac à dos, faut que je le pose par terre, faut que je sorte mon appareil, faut que je mette ma mon objectif» et cetera. Bah, en fait, 9 fois sur 10, au final, vous allez vous dire: «Ouais, finalement, je vais pas la faire, tant pis, parce que, j'ai déjà du retard sur les autres et cetera, ça va être galère». Alors que si vous avez accès direct par le sac ou avec les petits clips, il y en a qui utilisent les clips, Peak Design avec leur boîtier dessus, bah, vous hésitez pas, en fait. Vous l'avez, vous pouvez prendre votre photo et si jamais c'est beau, vous faites signe aux copains et puis vous dites: «Attendez, je vais prendre un quart d'heure pour faire plus de photos». Donc voilà, là, sac photo avec un petit peu d'emplacement pour mettre quelques affaires en plus, mais ça ne demande pas grand-chose. Dans le pire, vous pouvez même accrocher un petit sac plastique sur le côté, voilà, ça marche très bien. Est-ce qu'on peut remettre la présentation, s'il te plaît, monsieur Xavier? Alors, c'est trop cool d'avoir une régie comme ça. Ensuite, en termes de smartphone et d'informations ou d'applis à avoir sur son téléphone, est-ce que c'est bon, ça passe ou pas? Est-ce qu'on revient à la présentation? Xavier? Est-ce qu'on peut avoir la présentation, s'il te plaît? Régis? Ah, merci. En termes d'appli, j'ai pas forcément grand-chose à vous recommander. Si vous aimez bien les cartes IGN, souvent c'est les plus détaillées, celles qui vont vous donner on va dire les vrais chemins de randonnée, les vrais sentiers officiels, parce que des fois il y a des sentiers non officiels qui sont tracés et cetera. Iphigénie, c'est une super appli. Moi je l'utilise pas plus que ça parce que pour l'instant, voilà, mais je sais que si jamais un jour je veux aller faire une rando un petit peu compliquée, je paierai pour avoir Iphigénie parce que c'est l'appli, officielle d'IGN avec toutes les cartes IGN dedans. Vous téléchargez la partie qui vous intéresse, vous l'avez en hors connexion. C'est surtout ça l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une appli qui vous permet d'avoir les cartes en hors connexion, parce qu'une fois que vous êtes dans la montagne, généralement, il y a plus de connexion. Donc Iphigénie, c'est très bien. Visorando, c'est un truc qui vous propose des itinéraires, donc ça peut être pas mal. Vous pouvez chercher les itinéraires avant de partir et s'il y a un itinéraire qui vous plaît, avec des avis de randonneurs et tout, vous pouvez aussi télécharger la carte et après moi, j'utilise beaucoup ces derniers temps, un truc qui s'appelle maps.me parce que c'est tout simplement hyper simple à utiliser. Là, pour le coup, c'est basé sur OpenStreetMap, donc ce sont des, contributions de la communauté, ce qui fait j'ai des fois plus d'informations que sur les cartes officielles, parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Là, il y a une source» ou «Là, il y a, un point d'intérêt» ou un truc comme ça et on voit quand même globalement tous les chemins, parfois il y en a même un peu plus. La seule difficulté, c'est que des fois, il y a des chemins qui vont être indiqués, mais qui sont des semi-chemins. On l'a eu encore le week-end dernier quand je suis allé dans le Vercors avec des copains photographes. Il y avait un endroit où maps.me mettait un chemin et en fait, on était dans des conditions de tempête horribles, un peu dangereuses et ce chemin que Maps.me nous indiquait, heureusement qu'on l'a pas pris parce que c'était pas vraiment un chemin officiel et ça aurait pu être vraiment dangereux. Donc on a pris le chemin officiel qui, sur la carte de rando, était indiqué, alors que celui de Maps.me n'était pas indiqué. Mais quand tout va bien, on va dire Maps.me, c'est hyper simple. En gros, il télécharge toutes les informations dans un département. Ça se passe par département. Vous le téléchargez avant de partir et ensuite vous avez accès à tous les niveaux de zoom et cetera. C'est vraiment, très, très, très simple d'utilisation. Donc j'utilise globalement Maps.me, mais si jamais j'ai un doute, je serais très content d'avoir un truc, type Iphigénie. Ensuite les bâtons, alors c'est pas nécessaire à la journée, mais il y a de plus en plus de randonneurs qui les utilisent. Quand j'ai commencé la rando, quand on était plus petit, plus jeune, hop, je sais que j'étais plutôt team, pas de bâton à la montée et bâton à la descente. L'intérêt des bâtons à la descente, c'est qu'on évite de péter ses genoux, mais de plus en plus, je commence à utiliser à la montée avec l'âge, voilà. Les bâtons, c'est super. Ce que je vous recommande moi, c'est d'avoir des bâtons qui sont réglables. Donc là, vous avez 3 sortes de bâtons. Vous avez, bah, celui-là qui veut pas marcher du coup. Non, il va pas marcher, c'est pas grave. Donc ça, c'est des bâtons qui sont en 3 parties. Vous pouvez les défaire et les refaire. Moi, j'aime pas trop ces bâtons-là parce qu'on peut pas régler la hauteur et j'ai tendance à mettre les bâtons plus courts à la montée et plus longs à la descente pour amortir les chocs. Après, vous avez les bâtons ah bah, il veut pas en fait, hein. Zut! C'est dommage, s'il peut pas vous montrer les images, ça va être un peu embêtant. Hop. Ah, mais c'est parce que je suis pas dessus. Attendez, je sais quel est le problème. I know the problem. Voilà. Tac. Voilà. Eh bah, non. Ridicule, c'est pas grave. On va zoomer dessus le plus possible, mais c'est pas grave. Vous avez des bâtons qui sont, télescopiques, un petit peu comme des bâtons comme un trépied, par exemple. Donc ça, pourquoi pas, mais ça peut s'user avec le temps et vous pouvez avoir des fois, ça peut être un peu chiant, le truc qui va vous allez le planter et puis il va se renfoncer un petit peu. Moi, ceux que je préfère, c'est ceux à clapet, exactement comme les trépieds. Est-ce que j'ai un trépied? J'en ai un à clapet derrière, mais il y a un truc monté dessus. Mais voilà, les trucs où c'est un clapet, vous êtes sûr si c'est fermé ou si c'est pas fermé. Voilà, et il faut qu'il puisse se replier tout petit pour être glissé dans le sac. Voilà. Et puis évidemment, un petit nécessaire de secours, une couverture de survie, de la crème solaire et puis ce qu'on a là-dedans,
Ah mais ça m'énerve qu'il puisse normalement, il devait ouvrir les images! C'est agaçant! Zoom sur l'image, non, c'est pas ça. Si je fais ça, il va pas vouloir. Ah là là, misère, qu'est-ce qu'il me raconte? Send your file and make sure authorization header is formed. OK, bon, bah, c'est triste, mais on ne pourra pas voir les images. Link to this image. Ouais, mais ça, c'est le lien, mural. Sympa. Je teste un nouveau logiciel de présentation, donc désolé, désolé pour ça. Hop, peut-être que je l'ai à côté, on va essayer celui-là. Ah voilà, ici ça marche, très bien. Donc globalement, dans le kit, vous n'avez pas besoin de grand-chose, mais de quoi réparer des bobos. Si vous vous blessez, si vous tombez, je me suis fait une coupure, je me suis fait une bosse, des trucs comme ça, donc des petites compresses, un peu de sparadrap, des trucs comme ça, des trucs pour désinfecter. Des petits ciseaux, une pince à épiler s'il y a un truc qui s'est planté, vous êtes fait piquer par une bête ou des trucs comme ça. Si vous êtes dans des régions où il y a des serpents, un petit aspi venin, enfin voilà, globalement, trousse de secours, traditionnelle. OK? Hop là! Alors, ensuite, en termes de miam miam, et ben, quand on part en rando la journée, bah, c'est super simple. Vous pouvez prendre sandwich, vous pouvez prendre des pommes, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, des fruits, des légumes, voilà, ça on peut se faire super plaisir parce que, ben, quand on part la journée, on porte pas beaucoup de poids. Pour l'eau, je vous conseille de prendre une petite gourde type normale, gourde en alu, qui permet de garder, l'eau un peu fraîche. Des petits snacks si vous voulez et puis un petit sac poubelle. Toujours important d'avoir un sac poubelle avec vous, à la fois pour vos déchets, mais aussi parce que régulièrement, vous allez croiser sur le chemin des petits déchets qui traînent par terre, bah, vous les ramassez, ça vous coûte pas grand-chose et ça rend service à la nature. Donc voilà, ça c'est bien. Pour le sommeil, il y a pas grand-chose. Pour tout ce qui est fringues, tout va bien a priori. OK, fail, oupsie, fais plantation. Les bâtons de marche qui font office de monopode, ouais, j'en avais un avant, de bâton de marche monopode, mais en fait, je l'ai utilisé un petit peu pendant un certain temps, mais en fait, je me dis que la principale difficulté, c'est qu'il aurait fallu que je puisse mettre au moins une tête de trépied dessus. Parce que là, le truc monopode, tu le visses et après, bah, ton boîtier, il est fixé un peu comme ça, mais si tu veux te mettre à la verticale, ça marche pas. Donc voilà, c'était pas parfait, mais oui, j'en ai eu un pendant longtemps. En termes de vêtements, bah, là, c'est pareil, hein, comme je vous disais, c'est pas un gros investissement. Vous pouvez partir avec un t-shirt normal ou les petits t-shirts techniques à 5 € là, qui coûtent pas très cher. En termes de pantalons, des shorts ou bien ces fameux pantalons, qui sont, vous savez, c'est des shorts et puis on peut zipper pour faire un pantalon. Donc si, par exemple, vous partez tôt le matin, bah, vous mettez la version pantalon et dès qu'il fait chaud, vous dézippez et hop, vous voilà en short. Donc ça, c'est pratique. Un petit pull polaire, si jamais il fait froid le matin. En termes de sous-vêtements, on est sur des trucs normaux. Moi, la petite spécificité que j'utilise, mais c'est parce que je suis très sensible aux ampoules, c'est que je mets toujours 2 paires de chaussettes. Je mets toujours une paire de chaussettes normale et par-dessus, une grosse paire de chaussettes de randonnée. Et ça me permet en fait de faire en sorte que le frottement, il se situe entre les 2 paires de chaussettes et pas entre une paire de chaussettes et ma peau et en tout cas, je sais que pour moi, ça marche bien, ça m'évite pas mal d'ampoules. Et puis évidemment, des trucs de protection, chapeau, je préfère le chapeau à la casquette, même si, j'ai toujours pas acheté de chapeau, mais je sais que c'est vachement mieux. Pourquoi? Parce que ça permet de se faire de l'ombre aussi dans le cou, derrière, ça permet d'éviter de se prendre des gros coups de soleil dans le cou, alors que la casquette, elle protège que devant, quoi. Et quand on randonne, bah, on n'est pas toujours face au soleil et donc c'est bien de pouvoir être protégé tout autour. Le petit kawaii parce que quand on part à la montagne et ben, il peut toujours pleuvoir, même si c'est pas prévu par la météo et cetera. Et puis niveau photo, là vous pouvez vous faire plaisir parce que dans l'ensemble, si vous partez juste à la journée, vous pouvez prendre un boîtier, même peut-être 2 boîtiers si vous voulez faire un time-lapse pendant que vous faites des photos. Vous pouvez prendre votre drone si vous voulez, vous pouvez prendre tous les objectifs que vous voulez. Après c'est qu'une question de poids évidemment, plus c'est lourd, plus c'est difficile à porter. En termes de trépied, moi je prends généralement mon gros trépied. C'est pas un Bifree, mais c'est un mante photo comme ça qui est bien lourd, il doit faire bien 2 kilogrammes, 2 kilogrammes et demi. Pourquoi? Parce que souvent, quand je fais des sorties à la journée, j'en profite pour aller dans des endroits, un petit peu difficiles à photographier. Typiquement, le lit d'une rivière face à une cascade, un endroit où il faut se mettre un peu sur des cailloux et cetera. Et donc du coup, je prends mon meilleur trépied pour ça, pour pouvoir être dans des endroits où justement il peut être un peu secoué et que la photo reste bien nette, quoi. On peut aussi prendre un petit trépied comme ça si justement vous voulez faire des prises de vue time-lapse en même temps ou un truc comme ça. Et en termes d'accessoires, bah, là, c'est pareil, j'emmène un peu tout. J'emmène généralement mon kit de filtres, avec les filtres dégradés, les filtres ND, encore une fois et surtout si on va shooter en journée, quand on fait des photos en pleine journée, bah, les conditions sont un peu moins optimales et donc c'est là où on peut s'amuser un peu plus, à faire des pauses longues sur des nuages, à faire des pauses longues sur des cascades ou des rivières et donc d'avoir un petit kit de filtres comme ça peut être assez pratique, et les filtres, dégradés, je les utilise de moins en moins, mais je les utilise quand même encore, de temps en temps, dans des conditions type, dans un ruisseau, par exemple. Je suis en train de photographier un ruisseau. Généralement, bah, il y a des parois un peu autour, donc c'est un peu sombre
et par contre, il y a un paysage au-dessus qui est vachement éclairé par le soleil de midi qui est super clair. Donc on a une différence de dynamique énorme et là, ce type de filtres peuvent aider, quoi. Et vous allez me dire: «Pourquoi pas faire, un bracketing?» On peut le faire, mais c'est compliqué parfois à assembler après parce qu'on a de l'eau en mouvement dans l'image, donc c'est pas toujours idéal. Le truc à emmener systématiquement, c'est des petits chiffons microfibres. Moi, j'en ai plein, j'en ai un tiroir rempli de microfibres, des trucs à lunettes, des trucs comme ça. Emmenez-en 3, 4, 5, surtout si vous allez, près d'une cascade où ça va être éclaboussé. La petite poire, pour souffler le capteur, surtout si vous avez un mirrorless de chez Sony. La batterie de secours, évidemment, là, pour le coup, celle-là, j'utilise quasiment jamais et une petite carte SD, ça, c'est plus au cas où, la carte SD actuelle, ait un bug et qu'elle marche plus, vous en prenez une 2e au cas où. Parce que surtout, ça pèse rien. Donc voilà, vous voyez, ça demande pas grand-chose en termes d'investissement. En gros, hein, si je regarde, faire des balades à la journée comme ça pour aller faire des photos, vous achetez une paire de shoes, quelques trucs de trousse de secours, le sac photo, normalement, vous avez déjà un truc qui doit vous aller, éventuellement des bâtons, mais c'est pas obligé, une gourde, mais vous pouvez prendre une bouteille et puis, ouais, il y a pas grand-chose, une paire de chaussettes, c'est vraiment pas grand-chose et le matériel photo, vous emmenez à peu près ce que vous avez. OK? Est-ce que c'est bon pour cette partie-là? Est-ce que vous avez des questions sur la balade à la journée? Ou est-ce qu'on peut attaquer la suite? Je vais peut-être boire un petit coup comme ça, j'en profite. Hem, il y a la photographole qui en profite pour remercier des partenaires. Connaissez aussi, hop, Monopod, OK, Monopod de chez Manfrotto, ça marche. OK, super. Bon, je vois pas de questions, a priori. Vous êtes bien calme aujourd'hui. Alors je vais faire un petit aparté, tiens, on va s'amuser un peu. Juste pour dire pourquoi, ça peut avoir un intérêt à partir 2 jours ou partir une semaine, plutôt que de partir, 5 fois une journée. Alors je vous donne un petit exemple. Alors on est où là? On est paumé? On est dans les Alpes. Hop, je vais pas trop, utiliser Google Earth en fait parce que ça va un peu bugger je pense. On peut répartir le poids entre les personnes si on part à plusieurs avec du matos. Tout à fait, complètement, c'est même très, très, très conseillé. On l'avait fait ça avec des amis justement quand on était partis en Écosse, on était partis à 4 et il y a certaines choses sur lesquelles on se répartissait le poids, très, très clairement, du type on va prendre une grande popote pour tout le monde plutôt que chacun ait son petit réchaud et sa petite popote. On avait pris une grande tente dans laquelle on dormait tous et chacun avait pris un petit peu de la tente, certains avaient pris les piquets, d'autres avaient pris les toiles et cetera. Donc oui, oui, on a carrément intérêt quand on part à plusieurs à répartir le poids. C'est une très bonne remarque, Elandre. Est-ce que tu utilises des filtres UV de protection? Non, jamais. J'ai pas de filtre UV. J'ai souvent un polarisant en journée sur mon objectif et sinon souvent je mets le pare-soleil comme ça si jamais ça cogne un truc, ça cogne sur le pare-soleil. Mais j'ai jamais, jamais, jamais eu un choc sur ma lentille frontale. Donc voilà, quelque part tant que ça m'arrive pas, peut-être je touche du bois, mais tant que ça m'arrive pas, je sens pas l'intérêt de mettre un filtre en plus par-dessus. Voilà, c'est pas trop un souci. Hem, bref, si je vous disais l'intérêt d'être prêt à partir dans des petites expéditions comme ça, alors j'ai pas les routes là-dessus. Attendez, je vais essayer de tout afficher quand même, s'il veut bien me l'afficher. Style de carte, tout. Ah oui, on était en exploration, c'est pour ça. Voilà, on a les routes. Alors je vais pas retrouver exactement l'endroit où on était allé, je pense. Parce que quoi, à moins que j'ai du bol et que ce soit pile à cet endroit-là, mais Kinloku, je crois qu'on était dans ce coin-là, on était dans cette région-là. Mais en gros, l'idée, c'est que si vous allez, par exemple, dans cette région-là, déjà, si vous voulez partir à la journée, bah, il faut faire la route entre l'endroit où vous dormez et l'endroit où vous allez commencer votre randonnée. Donc imaginons, là, c'est que des petits villages, hein, ici en Écosse. Donc imaginons peut-être que, j'ai pas trouvé un endroit pour dormir plus près que, j'en sais rien, il y a pas de il y a pas de ville par ici. Allez, on va dire n'importe quoi, plus près que Koran ici, d'accord? On se dit Koran là, hop, on imagine qu'il y a un petit hôtel pour dormir là. On imagine on a de la chance, OK? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire une balade, si jamais je veux aller, bah, ici à Ben Nevis et puis aller à un autre endroit et cetera, bah, un jour je vais faire la balade à Ben Nevis, je peux partir de là, mais peut-être oh là, ça a l'air de bugger, non? Je sais tout, je vois que ma caméra est buggée. Ah non, c'est bon. Le lendemain, il va peut-être falloir que je prenne la voiture pour faire 1 heure de route avant d'y aller, 1 heure de route en rentrant. Donc c'est compliqué, il faut se lever d'autant plus tôt que si on avait fait une randonnée, et donc ça complique pas mal les choses. Si par contre vous faites une rando de 2 ou 3 jours, vous pouvez très bien dire: «Bah, le premier jour on va à Ben Nevis et le soir on dort à Spunbridge. Le deuxième jour on va de Spunbridge, on va au lac là et puis on dort à Kinlochscoil là, je sais pas quoi et le troisième jour on rentre».
OK, donc là, vous avez déjà pu faire un petit itinéraire où vous avez pu, choisir vous-même, 2 spots où vous allez faire, coucher de soleil, lever de soleil et ça, c'est les moments où vous allez avoir le plus d'opportunités photos, de faire coucher de soleil, lever de soleil et si vous partez une semaine, là où ça peut être intéressant quand on part une semaine, je trouve, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de faire une boucle. On peut tout à fait dire: «Je pars de cette ville et je vais à telle autre ville», parce que quand on part une semaine, ça peut être rentable, je vais repasser sur l'autre pour que ça bug un peu moins. Ça peut être rentable quand on part une semaine endroit. Ça peut nous prendre 2-3 heures, mais c'est rentabilisé parce qu'on va passer une semaine entière dans la nature. Par alors qu'à l'inverse, sur 2-3 jours, bah, dépenser une demi-journée quelque part pour ce transport, c'est pas très rentable en termes d'optimisation du temps. Donc voilà, c'est un peu là les intérêts de faire, des randos sur 2-3 jours et de faire des treks, beaucoup plus longs, en dehors du plaisir que ça peut être d'être tout seul dans la nature. Donc la rando sur 2-3 jours, là ça va aller plus vite, hein, sur le matos de toute façon. Donc vous voyez sur les chaussures, on est un peu pareil. Par contre sur le sac photo, la façon dont moi je procède, je vais vous montrer un petit peu. C'est un peu particulier. Alors tout le monde n'est pas obligé de procéder de cette manière-là, mais je vais vous montrer. Alors, dès le moment où on part sur 2-3 jours, surtout si on dort pas en refuge, on va, donner la priorité à la rando finalement, en termes de matériel et donc on va avoir une tente, on va avoir un réchaud et cetera. Donc on va avoir généralement un sac rando. On va pas être capable de mettre toutes nos affaires dans le sac photo et même les pseudo sacs, photo de randonneurs, généralement, ils ont quand même la moitié de l'espace qui est occupé par le matériel photo et on va pas pouvoir glisser facilement des trucs qui sont tout en longueur comme une tente par exemple. Donc moi ce que je fais en général, c'est que j'ai mon sac de rando comme ça, qui est un sac très léger d'ailleurs. Hop, vous voyez, il est encore en configuration d'ailleurs, pour la rando et donc quand on randonne généralement, on a la ceinture ventrale, je vais vous baisser un petit peu pour vous montrer. La ceinture ventrale, c'est hyper important parce que ça permet de soulager les épaules, ça permet de pas avoir mal aux épaules et on a la ceinture, pectorale, d'accord? Celle-là, qui permet de bien maintenir le sac collé contre vous et pas avoir le truc qui tombe en arrière. OK, je pense que là, à mon avis, vous me voyez bien. Est-ce qu'on peut remettre l'image, en entier sur moi, s'il te plaît, Xavier? Hop. Ah, une coupure son aussi? OK, j'attends de voir si l'image arrive. Ça, c'est du sac. Ouais, bah, celui-là, il m'a coûté un petit peu de sous, mais avant, j'avais un sac de rando, Décathlon qui coûtait pas grand-chose et qui faisait très, très bien l'affaire et qui, pour certaines choses, est mieux que ce sac-là. OK, très bien. Donc ça, je sais que je peux baisser encore un petit peu et donc en gros, la façon dont je vais fonctionner, c'est que je mets pas de matériel photo là-dedans. Je mets généralement juste mon trépied là-dedans et ensuite, je vais utiliser les petites sacoches comme ça. Vous savez, c'est les petites sacoches qu'on peut transporter en ville normalement, un truc comme ça et je mets mon matos photo là-dedans. Là, il est encore en partie là-dedans, le matos et donc la façon dont je vais l'accrocher, mais ça, c'est très personnel et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas, fonctionner comme ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai taillé des trous là, dans cette partie-là. C'est des Lopro Nova, ça d'ailleurs, hein. J'ai taillé des trous là-dedans et donc ce que je vais faire, c'est que j'enlève ma ceinture pectorale. Zoup. Et puis, je viens le glisser là-dedans, d'accord? Je le glisse là, je le glisse une fois et je le glisse dans l'autre trou aussi. Là, je vais le faire devant moi, je ne vais pas pouvoir vous le montrer du coup. Hop là, tac, je le fixe ici. Ensuite, je dois le repasser dedans. C'est un truc un peu technique, il faut prendre le coup, mais comme j'ai déjà fait des dizaines et des dizaines de fois, j'ai tout à fait l'habitude maintenant. Je le passe, je le resserre évidemment. Après, si vous avez peu de matos, ça peut suffire de le laisser comme ça. Avant, quand j'avais un peu moins de matériel et que c'était moins lourd, je le gardais comme ça allait très bien. Maintenant, j'ai mis une sécurité, c'est que j'ai pris les petites sangles qui sont livrées avec ce sac, j'ai fait des petits nœuds et je viens les accrocher là-dessus. D'accord? Donc j'ai des petits crochets, j'en mets un là, j'en mets un là, hop, et le truc, il bouge pas. Je peux me balader avec, ça bouge pas. Quel est le gros avantage? Bah, le gros avantage, c'est que j'ai directement accès à mon boîtier et à toutes mes optiques. Parce qu'en fait, c'est ça l'inconvénient que je trouvais moi au système de capture de Peak Design, c'est que le capture de Peak Design, vous savez, c'est ce truc qui vient se clipper sur votre bretelle là et vous avez votre boîtier qui est clipsé dessus avec votre objectif. Mais vous avez forcément qu'un seul objectif si vous faites ça. Et, et moi, ça m'embête parce que j'aime bien changer d'objectif, j'aime bien me mettre au téléobjectif s'il y a un animal qui arrive, par exemple, c'est tout bête, mais un animal qui arrive, si je dois sortir mon sac pour, enfin déposer mon sac, prendre l'objectif et cetera, l'animal souvent est déjà parti. Donc je veux avoir le téléobjectif, le grand angle, je veux tout avoir. Ça m'arrive très souvent même de faire des photos en gardant le sac sur le dos. Ceux qui font un peu de randonnée, vous savez qu'enlever le sac
bah, c'est quelque chose qu'on fait peu finalement dans une rando. Donc on va se mettre un petit peu à genoux et cetera. Quel est l'inconvénient? Le seul inconvénient de ce système-là, en plus j'aime bien, c'est que ça met du poids à l'avant, donc ça vient équilibrer un peu avec mon dos. Le seul inconvénient à mon sens de ce système-là, c'est que vous ne voyez pas vos pieds. Et je sais que pour, beaucoup de randonneurs, c'est un vrai gros problème. Ils ont besoin de savoir où ils mettent les pieds. Moi, j'ai la chance quelque part d'être je sais pas comment ça se fait, mon cerveau, il y a plein de trucs pour lesquels il marche pas bien, mais pour ça, il marche bien. C'est-à-dire que je vois exactement ce qui arrive 2 mètres devant et mon cerveau arrive à se souvenir de où il doit mettre son pied. Donc en fait, je rate jamais, je rate quasiment jamais l'endroit où je dois mettre mon pied. Je me plante pas, je vais pas, voilà, j'arrive très bien à anticiper tout ça et ça, vous pouvez pas tellement le savoir sans l'avoir essayé. Donc voilà, je sais que moi, c'est un système qui fonctionne bien pour moi. J'ai un peu cette chance-là quelque part. Mais sinon, les autres vont être sur des systèmes type, Peak Design et notamment si vous shootez beaucoup avec la même focale ou si vous avez un zoom qui vous va bien, le système Peak Design est probablement plus adapté pour la plupart d'entre vous. Voilà. Donc voilà un petit peu comment, hop, moi je fonctionne pour la rando. On peut se remettre sur l'écran, s'il te plaît, Xav. Hop là, c'est bon, je vais remonter un peu le truc. Et donc, en termes d'applications, cette fois-ci, on va avoir un peu plus d'applications quand on part pendant 2-3 jours. Est-ce qu'on peut remettre sur le partage d'écran, s'il te plaît, Xavier? OK, ça marche, merci. C'est juste qu'il y a de plus en plus de latence, à mon avis, en fait. Ah oui, il y a vachement de la latence par rapport à la page. Ah oui, j'ai un gros décalage. Ouais, je vais recharger ma page Twitch alors. Ça va peut-être aider. Voilà, c'est mieux. Ouais, il y avait un gros décalage. Alors, donc en termes d'applications, en plus des applications dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce que je vais généralement utiliser, c'est Photopills. Photopills, c'est super pour anticiper anticiper les spots photos, savoir où va venir la lumière, à quelle heure ça va se lever derrière la montagne, et cetera. Ça permet aussi, une fois qu'on est sur place avec la réalité augmentée, on peut se tourner, par exemple, vers la montagne qu'il y a là-bas et voir qu'en fait, bah, peut-être le lever de soleil, il est à 7 heures à l'heure officielle, mais qu'en fait, le soleil, il va percer à 8h30 derrière la montagne. Alors, dans tous les cas, moi, je serai debout avant 7 heures, genre une demi-heure avant, pour voir s'il n'y a pas des magnifiques lumières d'avant lever de soleil. Mais ça peut être très pratique, par exemple, si on voit que, j'en sais rien, on a fait nos photos à 7 heures, 7 heures 15, on a vu les beaux nuages bien roses et tout. Et après, on se dit: «Ben, je voudrais prendre une photo quand le soleil percera derrière la montagne». Mais on a aussi besoin d'aller prendre son petit déj, on a aussi besoin de ranger les tentes. Et donc, on peut très bien regarder sur cette appli et se dire: «Ah bah, en fait, le soleil, il percera derrière la montagne seulement à 10h30, donc ça va, on va aller prendre le petit déj maintenant, ranger les tentes maintenant et on fera ça après». Ou alors on regarde et on dit: «Ah bah non, il perce dans 20 minutes, donc on va rester là et on fera tout le reste après». Ça permet de ne pas se planter parce que des fois, l'endroit où on dort n'est pas exactement le spot photo. Souvent, on va se mettre à un endroit peut-être à l'abri du vent et le spot photo, bah, il faut, monter, 5 minutes pour aller au-dessus et donc on n'a pas envie de courir dans tous les sens. Donc ça, c'est très pratique pour ça, Photopills. Et puis l'autre ici avec les petits nuages s'appelle Clear Outside, qui est, une application qui vous permet d'avoir les prévisions de nuages selon leur altitude. Donc vous allez savoir par exemple que le lendemain matin, au lever du soleil, vous allez avoir 60 de nuages de haute altitude, 15 de nuages de moyenne altitude et 0 de nuages de basse altitude, par exemple. Ça vous permet d'anticiper une mer de nuages, ça vous permet d'anticiper les nuages de haute altitude qui sont ceux qui vont capter les rayons, vous savez, qui vont devenir tout rosés au lever du soleil et tout ça, ou au coucher du soleil. Donc c'est très, très, très pratique pour anticiper s'il y a du potentiel le lendemain ou pas. Et puis j'ai mis le petit avion parce qu'en fait, c'est le truc que j'utilise tout le temps, c'est que je le mets très souvent en mode avion quand je randonne pour éviter d'user la batterie et du coup, je garde la batterie pendant au moins 2-3 jours sur mon téléphone. Les bâtons de randonnée, ça change pas et sur la partie trousse de secours, je vais rajouter quelques trucs. On va rajouter, des espèces des petits Doliprane ou des trucs comme ça pour les maux de tête qui peuvent survenir un peu à la montagne et tout. Si vous êtes sujet aux coups de soleil, de la biafine, et éventuellement si vous êtes, c'est pareil, hein, ça dépend un peu de votre sensibilité, mais du gel un peu massant pour récupérer les muscles un peu quand vous avez passé une journée à beaucoup marcher et les compides qui sont juste, ça change tout. Si vous avez des ampoules un jour, vous mettez un compide dessus, vous sentez plus l'ampoule, ça se guérit tout seul. C'est vraiment magique. OK. Ensuite, sur la partie nourriture, là, ça va complètement changer parce que, dans la balade à la journée, on va prendre le petit sandwich, on est peinard. Là, il va se passer 2 choses. On a besoin d'avoir des choses qui vont, pas s'écrabouiller dans un sac. On oublie les bananes, on oublie le pain de mie, on oublie ces machins-là parce que dans votre sac, une fois qu'il y aura toutes les affaires et tout, ça va faire une espèce de grosse bouillie dégueu. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser, pour remplacer le pain, c'est des petites, galettes de maïs, type galette mexicaine, du fromage sous vide, du saucisson sous vide. Alors je dis sous vide, mais c'est en gros du fromage et du saucisson. J'essaie de prendre des trucs de montagne quand je vais à la montagne. C'est un peu ça permet d'être dans les bonnes, comment dire? Dans les bonnes conditions et manger des trucs sympas, quoi.
Des cacahuètes. Vous avez remarqué, il y a un point commun entre tous ces ingrédients, c'est qu'ils sont extrêmement gras. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, quand on va emmener beaucoup de nourriture, d'autant plus quand on va faire des treks après, on va essayer de chercher systématiquement un gros rapport calories sur poids. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir beaucoup de calories pour pas beaucoup de poids. Et donc les meilleurs ingrédients pour ça va être les cacahuètes. Cacahuètes, c'est incroyable. Vous pouvez les mettre dans tout, c'est ça l'avantage. Vous pouvez faire une petite purée, vous mettez la cacahuète dedans, c'est très bon. Vous pouvez faire un sandwich au fromage, vous mettez les cacahuètes avec, c'est délicieux. Donc vous pouvez les mettre un peu partout. Les cacahuètes, le saucisson, le fromage, ces machins-là, ça marche très bien. Si vous partez plusieurs jours, après, il va falloir essayer de créer un peu de diversité, mais dans l'ensemble, voilà. Oubliez un petit peu les petites salades et tout ça, si vous voulez économiser du poids. J'aime ça, c'est mon petit péché mignon. J'adore prendre des petites compotes comme ça. C'est pas hyper écolo, mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir juste du fruit frais comme ça en petite compote qui vous rentre dans la bouche quand vous avez soif et tout, c'est fabuleux. Le petit café du matin, je prends juste des petites dosettes. Je sais qu'il y a des gens qui sont, qui aiment tellement leur café qu'ils emmènent tout leur petit kit pour faire leur petit café moulu et tout. Je suis pas à ce stade-là. Pour mon petit déj, je suis généralement team Krusli. C'est comme des mueslis, mais bien croustillants et tout. Je mange ça tout seul, je mets même pas de lait dedans ni rien. Ça me va très bien. Je bois un peu d'eau avec et ça me va. Et puis, prévoyez des plats chauds. Alors moi, pour les plats chauds, je fais très simple. Des plats qui ne demandent pas beaucoup d'eau et qui réchauffent bien l'œsophage quand il fait bien froid le soir là, donc des soupes instantanées, des nouilles chinoises, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est ce que j'utilise pour quand je pars, en petit week-end. Pour chauffer tout ça, pendant longtemps j'utilisais un petit réchaud à gaz et le petit réchaud à gaz, bah, le problème c'est que quand il y a du vent et ben, on peut chauffer pendant des heures et ça galère. Et là j'ai découvert tout récemment ça, je suis tombé amoureux de ce système-là. Je l'ai testé pour la première fois le week-end dernier justement, le Jetboil. Je crois que j'en ai un dans le sac, attendez. Hop, je vous montre ça. Voilà, et l'intérêt du Jetboil, c'est que tout rentre là-dedans, en fait. Tout se rentre dans le même truc. Hop, je vous montre un peu. Si j'enlève ça, j'ai ma cartouche de gaz avec mon machin qui chauffe. Un petit pied pour mettre en dessous. Hop, ça on l'enlève. Et ensuite, on vient mettre ça là-dessus. Tac, voilà. Et c'est prêt à chauffer. J'ai mon petit truc qui pousse le gaz, c'est prêt à chauffer. On allume avec le briquet. Et en fait, vous avez remarqué ici, il y a un truc qui est un peu par vent. Et en plus, il y a des espèces de grilles de radiateurs là, qui vont diffuser la chaleur très rapidement. Et donc, le gros avantage du Jetboil par rapport à n'importe quel autre système, c'est que ça chauffe 3 ou 4 fois plus vite. Et quand il y a du vent, ça chauffe tellement, tellement plus vite. Donc c'est plus économe en gaz, donc vous allez vous trimballer moins de gaz avec vous si vous partez sur plusieurs jours et surtout en 2 minutes vous avez de l'eau chaude et c'est juste royal. Donc si vous tombez dessus, c'est de l'essayer, c'est l'adopter. Mais ça coûte une petite somme, ça doit coûter une centaine d'euros je crois. Donc c'est vraiment à réserver à si vous êtes sûr que vous allez faire souvent des randos, y compris quand il fait froid et cetera. Sinon vous embêtez pas trop. Est-ce qu'on peut revenir à l'écran s'il te plaît? Merci. Donc j'emmène le petit briquet avec. Mieux un briquet que des allumettes, pareil s'il y a du vent et tout, les allumettes vous allez galérer. Un briquet c'est tout con et ça marche toujours. Hop. Ensuite, en termes d'eau, généralement, je prends, 1 ou 2 bouteilles en plastique. Pourquoi je prends plus les gourdes comme j'ai pris dans la première rando? Parce que les gourdes, l'air de rien, ça pèse son poids. Ça pèse bien 100, 200, 300 grammes la gourde avant même qu'on mette de l'eau dedans. Alors ça permet d'avoir de l'eau plus fraîche et tout. Mais les bouteilles en plastique, ça pèse moins lourd généralement, voilà, je récupère des bouteilles. Les bouteilles que j'utilise le plus généralement, c'est des trucs de cranberry, de jus de cranberry ou de trucs comme ça. Je vous montrerai pourquoi dans la partie trek en fait. Après des petits snacks, des trucs comme ça, toujours un petit sac poubelle, pour mettre vos déchets. En termes de dodo, une tente, là c'est pareil, moi j'ai investi dans une tente, très légère. Le but c'est pas de trimballer un truc qui fait 2-3 kilogrammes, bah celle-là elle fait moins d'1 kilogramme. Sac de couchage, là ça va dépendre évidemment de la température que vous allez rencontrer. Moi j'ai un sac de couchage en plume, c'est incroyable, ça coûte cher, mais c'est très léger et très chaud. Et avec le sac en plume, en plus, je rajoute un sac à viande, donc une espèce de petite couverture en soie comme ça que je mets à l'intérieur. C'est pas tellement pour avoir plus chaud, même si ça donne plus chaud, mais c'est surtout pour éviter de mettre ma transpi dans mon sac à plumes, parce que l'inconvénient des sacs en plume, c'est que, et ben, vous pouvez pas, la mettre à la machine à laver, quoi. Donc voilà, le tapis de sol, un petit oreiller. Ça, c'est mon petit péché mignon, mais c'est tellement important de bien dormir la nuit et moi, je suis c'est con, mais quand j'ai pas d'oreiller, je dors très mal. Donc un petit oreiller gonflable, ça prend un petit peu plus de poids. Tout le monde ne le fait pas, mais moi, ça m'aide beaucoup et la nuit, pour éviter d'avoir froid, alors vous avez les systèmes de chaufferettes, donc vous pouvez avoir des petites chaufferettes comme ça, j'en avais une quand j'étais petit ça. C'est un truc en fait, vous la «rechargez» entre guillemets en la mettant dans l'eau bouillante, c'est réutilisable et vous avez une petite pièce, noire là, la petite pièce, vous allez la claquer, ça va donner de l'énergie suffisante et ça va se durcir et ça va devenir chaud. Donc ça, c'est un système, qui est intéressant parce que réutilisable et sinon vous avez les chaufferettes chimiques, vous prenez le truc, vous le secouez un petit coup, ça lance la réaction chimique et ça chauffe pendant 20 minutes, une demi heure.
Moi perso, j'utilise pas tellement de chaufferette en général parce que je suis pas si frileux que ça et généralement je me réchauffe bien dans mon duvet. Par contre, ce que j'ai découvert cet été et que maintenant j'ai adopté, c'est le bonnet. C'est de dormir avec un bonnet parce que le seul endroit où on n'a pas vraiment chaud quand on dort dans un gros duvet, bah, c'est la tête, c'est autour de la tête et donc le bonnet, il va vous protéger les oreilles, il va vous protéger des déperditions de chaleur au niveau de votre crâne et l'air de rien, c'est génial. Donc j'ai pris un tout petit bonnet léger en polaire comme ça, donc comme ça c'est tout doux, c'est pas gênant pour dormir. Et puis le dernier truc dans lequel, que je commence à emmener aussi, c'est des espèces de petits collants comme ça. Ça, c'est pareil, pour la nuit, si vous avez froid, vous pouvez mettre ça, plutôt que de dormir avec un pantalon sur lequel il y a des zips, des fermetures éclair et tout. Et surtout, l'intérêt, c'est que le collant, je vais le garder le matin. C'est-à-dire, je le laisse, je mets mon pantalon par-dessus et j'ai moins chaud aux jambes, j'ai moins froid aux jambes quand il fait -1 dehors, quoi. Donc voilà. Ensuite, en termes de vêtements pour la journée, cette fois-ci, ça change un petit peu, donc il y a un peu d'investissement aussi, parce que j'emmène systématiquement des t-shirts en mérinos. Je ne sais pas si vous connaissez la matière mérinos, c'est une laine de mouton de Nouvelle-Zélande, je crois, un truc comme ça. C'est magique, le mérinos. Pourquoi c'est magique? Alors ça peut gratter un petit peu la première fois que vous le mettez et tout, mais pourquoi c'est magique? Parce que ça ne pue pas du tout. Donc contrairement en gros, vous avez un t-shirt comme ça, normal coton, moi je randonne pendant 1 heure, ça pue. J'ai un t-shirt synthétique, je randonne pendant 10 minutes, ça pue la mort. J'ai un t-shirt mérinos, je peux randonner 3 jours, ça ne sent rien. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Ça coûte un peu de sous, mais si votre propre odeur vous dérange ou si vous randonnez avec d'autres gens, c'est génial. Et donc j'en ai un aussi pour la nuit, un beaucoup plus chaud, donc voilà, comme ça j'ai ces 2 t-shirts là. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais pour les balades à la journée, c'est toujours intéressant de prendre 2 t-shirts comme ça, si à un moment vous faites une pause et que vous êtes tout trempé, vous enlevez votre t-shirt, vous en mettez un autre. En termes de pull, bah, voilà, un petit pull, une petite veste technique, une petite doudoune, pour éviter d'avoir froid et comme ça on peut rajouter des couches. Encore une fois, quand il fait -1, -2 et qu'on bouge pas pendant 1 heure et demie, et ben, avoir un gros t-shirt, un pull, une doudoune, un kawaii, c'est pas trop des fois pour ne pas cailler, quoi. Les sous-vêtements, on est sur la même chose, hein, des sous-vêtements un peu collants au corps, les 2 chaussettes et puis j'emmène des gants de randonnée, des gants de randonnée, des gants de photographe. Hem Des gants de photographe, c'est-à-dire des gants qui permettent d'enlever les pouces pour pouvoir accéder au contrôle de l'appareil photo. Et puis en termes de protection, je vais emmener généralement du coup une petite trousse de toilette. Là pour le coup, j'emmène pas grand-chose dans ma trousse de toilette, un petit peu de dentifrice, une brosse à dents, mes lentilles de contact et je crois que c'est tout. J'emmène même pas de déo parce que de toute façon vous allez puer si jamais vous transpirez, déo ou pas déo et surtout avec le Mérinos, bah, en fait, en vrai, je pue pas vraiment. Et puis une petite lampe frontale évidemment. Sur la partie photo, bah, je vais emmener un seul boîtier du coup, éventuellement le drone s'il y a possibilité. En termes d'objectifs, je vais être beaucoup plus, sélectif. Généralement, j'en emmène 3. J'emmène un ultra grand angle, montrant standard, donc j'ai un 17-28, un 24-105 et un 100-400. Et en termes de trépied, je ne prends pas le même trépied, là je vais prendre plutôt ces vous savez, ces petits trépieds en carbone, qui coûtent pas très cher d'ailleurs, qui coûtent une centaine d'euros, mais qui sont surtout très légers. Donc c'est moins stable que mon gros trépied, mais ça pèse 2 enfin ça pèse 1 kilo au lieu de peser, 2,5 kg. Donc ça fait une grosse différence parce que quand on part plusieurs jours, bah, le poids, on commence à le comptabiliser. Et puis dans le matériel, généralement, ce que je vais emmener en plus, c'est une petite, batterie de recharge pour le téléphone, éventuellement, et des petits écouteurs. Ça paraît tout bête, mais une fois, je les ai oubliés. J'étais parti 3 jours en rando et j'avais oublié de prendre des écouteurs, heu et mon téléphone, et j'avais pas de batterie non plus, donc mon téléphone, fallait que je l'économise et il s'est mis à pleuvoir, très tôt dans l'après-midi et donc j'ai passé je suis resté dans ma tente de 15 heures à 22 heures avant de dormir et j'avais rien à faire, que dalle et je me suis fait chier comme un rat mort et depuis, je me suis dit: «Il faut quand même que tu aies de quoi se divertir un tout petit peu, au minimum, si je dois passer 8 heures sous la flotte dans la tente, quoi». Voilà et on va passer à la dernière catégorie, si vous faites des grands treks. Alors là, quand on fait des grands treks, donc vous avez compris, hein, balade à la journée, le but c'est on s'embête pas trop, on prend ce dont on a besoin, on se fait plaisir. Rando sur 2-3 jours, c'est un espèce de compromis entre des choses qui pèsent pas trop lourd, mais en même temps qui peuvent être confortables. On a besoin d'avoir du confort, mais on a besoin de faire un petit peu attention au poids. Quand on part en trek, c'est 100 sur la notion du poids. Tout ce qui compte, c'est le poids que vous allez emmener avec vous et donc alors vous avez même, si vous voulez, optimiser tout ça, vous avez des sites, des forums comme Randonnée Léger, où là, vous avez, des gens qui sont assez extrémistes. Pour vous donner un petit peu une idée, moi, je m'étais fait des petits tableaux comme ça. Hop, ça, c'était pour un week-end dans les Ardennes et donc en fait, je pesais chacun des éléments, le sac, la protection anti-pluie, le bâton de rando, il était monopode à l'époque, le duvet et cetera. Donc c'est des éléments, j'ai plus les mêmes aujourd'hui, hein, c'est des vieux trucs, mais l'idée, c'est de tout mesurer, de tout peser pour voir un petit peu ce qui va rester chacun en termes de poids. Et pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. Déjà, par exemple, pour vous donner une idée,
ce sac photo-là, j'ai estimé, selon mes différentes randos, que, en dessous de 14 kilos de matériel, c'était bien. Parce qu'en fait, les, la ceinture, elle est assez fine et donc si je veux qu'elle me tienne bien à la taille, je dois la serrer assez fort et dès que je porte plus de 14 kilos, 15, 16, 17 kilos, au bout d'un jour ou 2, ça m'use tellement les hanches que ça me fait saigner, en fait. Donc c'est un peu violent et dans ce cas-là, vaut mieux avoir un sac plus confortable, même s'il pèse un peu plus lourd. Donc je sais qu'en dessous de 14-15 kilos, je peux prendre ce sac ultra léger. Au-dessus, il vaut mieux que je prenne un autre sac. Et donc voilà, quand on arrive sur des histoires de trek là, généralement, on va vraiment beaucoup plus regarder le poids. Donc ici, il y a rien qui change. Le seul truc qui change, c'est que je vais aussi rajouter quelques petits médicaments, du type si vous chopez une espèce de grippe, une angine, un truc comme ça, si on a de quoi se soigner rapidement pour pouvoir tenir quelques jours de plus et éventuellement, si jamais vous êtes soumis au problème de genou éventuel, une petite genouillère, ça peut aussi vous sauver. Si vous êtes vraiment paumé dans la nature à 2 jours de marche d'une route, c'est important de pouvoir avancer, quoi. En termes de repas, j'ai rajouté un truc, c'est les lyophilisés. Moi, je suis pas hyper fan, je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par ça, mais les lyophilisés, ça permet de partir léger et d'avoir toujours de quoi à manger. La difficulté des lyophilisés, c'est que ça demande beaucoup d'eau. Donc en fait, il faut être certain d'être dans un endroit où vous allez pouvoir avoir accès à de l'eau régulièrement. Pour tout ce qui est, cuisson d'aliments et tout ça, généralement, quand je pars longtemps, je vais emmener mon petit réchaud à bois. Alors pareil, il faut être dans un endroit où on trouve du bois, mais quand on part longtemps, souvent, on n'est pas non plus en haute montagne pendant une semaine. Et donc ça, ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin d'emmener du carburant avec nous, on n'a pas besoin d'emmener plein de bonbonnes de gaz ou de trucs comme ça. Du coup, j'ai un petit couteau qui permet de faire des petites étincelles pour démarrer le feu, pour couper du bois, et cetera. Et puis sur l'eau, généralement, j'ai plus qu'une seule bouteille et ensuite j'ai un système qui me permet de filtrer l'eau. Donc je vais utiliser j'ai ce système-là parce que je l'avais acheté quand on était parti à 4 pour être à beaucoup, c'était pratique, ça fait 2 litres d'un coup. On met l'eau sale dans le réservoir, ça coule dans ce filtre-là et ensuite on a l'eau propre ici. Donc ça enlève toutes les petites particules et ensuite pour enlever les bactéries, j'ai un système qui s'appelle Stéripen qui envoie des flashs UV dans la bouteille et c'est pour ça que j'utilise beaucoup les bouteilles type cranberry parce qu'ils ont la bonne taille de goulot pour que le truc puisse tremper dedans et tuer les petites bactéries, par stérilisation. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, ça vous fait un petit peu plus de poids de matériel. Ça doit peser peut-être, 200 grammes de plus dans mon sac, mais ça me permet d'éviter d'avoir emmené, 10 litres de flotte, quoi. Donc c'est vachement rentabilisé quand on va longtemps, en fait, en route. Dans les snacks hop là, pardon. Dans les snacks, ça change pas grand-chose. Je mets souvent un petit peu de pâte d'amande aussi, pareil, on est dans un truc super dense. En termes de sacs poubelles et ben, je prends généralement des plus gros sacs poubelles. Pourquoi? Parce que ça peut avoir plusieurs usages. Ça peut vous permettre de remplacer un caouet défaillant, ça peut vous permettre de le mettre à l'intérieur de votre sac pour mettre vos affaires au sec à l'intérieur. Ça permet de protéger pas mal de choses, parce qu'en gros, avoir des vêtements un peu mouillés quand on fait une rando sur 2 jours, c'est pas très grave. Le lendemain, on met les vêtements mouillés, on est un peu gêné. Mais si on randonne pendant 10 jours et que dès le deuxième jour, les vêtements sont mouillés, au bout de 4, 5, 6 jours, c'est très, très, très embêtant. Donc des sacs poubelles, ça peut servir à ça. Ensuite, ici, on a à peu près le même matos, on a exactement le même matos. Pour les fringues, c'est un petit peu pareil. On n'emmène pas plus de t-shirts ou de pantalons quand on part 10 jours que quand on part 2 jours. Mais du coup, vaut mieux avoir des trucs qui puent moins, quoi. Voilà. Mais on va pas s'amuser à emmener, un t-shirt par jour, quoi. De toute façon, il faut abandonner l'idée d'être propre et de sentir bon. Et après le matos photo, on est sur la même chose, en ce qui me concerne. Voilà, c'était un petit peu la présentation de tout ça. Je vois qu'il est 14h53. Si vous avez, 1 ou 2 petites questions, on peut y aller rapidement. Mais voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé sur le côté, vous rendre compte que c'est possible, mais comprenez aussi qu'il y a effectivement un petit peu d'investissement dedans et donc l'idée principale, c'est vous attaquer par des petites randos à la journée. Ensuite, vous faites un ou 2 levées de soleil pour voir si ça vous plaît et si vous adorez vraiment cette ambiance-là, essayez de commencer à faire un week-end ou 2 et puis petit à petit, vous achèterez un petit peu de matériel de randonnée pour vous aider à faire des meilleures photos avec. Mais je peux vous garantir que sur ces dernières années, 90 ou 95 de mes plus belles photos ont été faites en bivouac sur un spot, au coucher ou au lever du soleil. C'est tellement plus, satisfaisant parce que ce sont des endroits où on ne peut accéder qu'en randonnée et qui donc, il y a très peu de photographes qui y vont. La plupart des photographes, même en paysage, sont fainéants, ils préfèrent arriver à un spot photo avec la bagnole, se garer à côté ou marcher 5 minutes et là, vous avez la chance quelque part d'être dans des endroits exclusifs où personne ne va. Même à la journée, un sac poubelle va être dans le sac, ne serait-ce que pour ramasser les débris laissés par d'autres. Oui, c'est ce que j'ai dit au début, je mets un petit sac poubelle à la journée pour emmener les déchets des gens. Les différentes variations de température influent sur les batteries des appareils? Pas en ce qui me concerne, parce que alors sur les batteries Canon, oui. Les batteries Canon, réflex que j'avais avant, elles chutaient terriblement avec la température. Les batteries Sony, franchement, j'ai jamais eu de souci avec ces batteries-là.
Je peux ne pas les recharger pendant 2 mois, elles sont toujours chargées à 100 et qu'il fasse froid ou chaud, j'ai vu aucun problème, aucune différence. Donc ça dépend un peu de la technologie de batterie, il faut tester avec tes batteries pour voir. La rencontre entre photographes doit être sympa. Bah, oui, oui, mais après, toi, tu as testé. De toute façon, vous avez pu rejoignez en stage photo. Exactement. Alors les stages quand on fait des stages photo, on fait attention quand même. Un stage photo, on dort à l'hôtel, on se prend une douche le soir, donc ça va. Mais si on se faisait, un stage en mode grosse rando, c'est un truc qui me tente, hein, d'organiser un de ces jours, un truc du type, on va en Laponie et on se fait, une descente de rivière entre photographes et de la rando entre photographes. Là, faudrait accepter l'idée qu'on pue, effectivement. Les batteries Sony ont déjà une autonomie tellement faible que tu vois pas la différence quand il fait froid? Bah, au contraire, non, non, elles ont des autonomies de fou. J'ai toujours 2 batteries avec moi, mais en fait, j'utilise jamais la batterie de rechange. Donc, non, non, c'est les nouvelles oui, la génération A7 II, ça je comprends, mais à partir de la 3, c'est très bien. Va falloir conclure. Et bah, écoute, c'est parfait. Je vous propose de conclure. Je veux bien vos petits retours vite fait pour me dire si ça vous a intéressé ou pas, vu que c'était un petit peu off par rapport à la photo. Est-ce que ça vous a donné plus envie d'aller, un petit peu à la montagne, de sortir des sentiers battus et de commencer à organiser des petites randos, des petits treks? Ça m'intéresse d'avoir vos petits retours et voilà. Et merci Marcus. Du coup, moi, je vous fais la bise et puis je vous laisse avec Fabien qui va vous parler d'inspiration en photo, si je dis pas de bêtises, donc ça va être très, très cool. Profitez bien de la fin de votre VPE, c'est la dernière journée, on y va à fond jusqu'au bout, on s'éclate. Merci beaucoup à Xavier et Laurie qui assurent, qui font un boulot de malade derrière, vous imaginez même pas et ils font tout ça en plus juste pour la beauté du sport donc voilà, c'est magnifique. Bonne, continuation, à bientôt!